Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur les ondes de la radio des Sans-Voix pour une nouvelle émission. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Nous avons avec nous sur notre plateau Maître Salah Dabouz. Bonjour. Maître Salah Dabouz, vous êtes avocat et président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Vous êtes connu aussi pour être l'avocat des détenus de la vallée du Mzab. En juillet 2016, vous avez été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal de Gardaïa, faisant ainsi l'objet de poursuites judiciaires pour avoir mené une campagne de dénonciation des conditions déplorables dans lesquelles étaient détenus votre client Kameldine Fakhar et 35 de ses compagnons arrêtés le 9 juillet 2015. Le 16 juillet dernier, la presse algérienne avait titré « Après 2 ans de détention, Kameldine Fakhar libéré ». Quelques instants après sa sortie de prison, à Médéa, Kameldine Fakhar a déclaré à Al-Watan « Je milite pour la démocratie et les droits de l'homme. J'en paye le prix. La prison n'a fait que renforcer mes convictions. J'ai été arrêté et condamné pour mes idées. Je n'ai commis aucun crime. Je continuerai à militer pour la liberté. » La lutte pour le respect des droits de l'homme est une longue lutte que tous les Algériens doivent mener. Ce n'est l'affaire d'un seul homme. Pour commencer, Maître Dabouz, comment se porte le docteur Kameldine Fakhar après les nombreuses grèves de la faim qu'il a menées depuis son incarcération? Merci. D'abord, permettez-moi juste de préciser certaines choses. Je fais objet effectivement de poursuites pour des déclarations qui ne concernent pas seulement docteur Fakhar Kameldine et ses 35 co-détenus. Ils étaient 36 en tout. Mais je fais objet de poursuites parce que j'avais dénoncé les conditions d'incarcération dans les 2 prisons que j'ai eu l'occasion de bien voir, dans la prison de Gardaïa et la prison de Mnéa. Suite à toutes ces visites, j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de dépassements contre tous les détenus, pas seulement, enfin pas tous les détenus, mais un grand nombre de détenus. À la prison de Mnéa, il n'y a pas de couverture médicale, pas du tout, donc c'est une prison qui doit être fermée, tout simplement. Et la prison de Gardaïa, on m'a dit qu'il y a eu beaucoup d'agressions sexuelles sur des détenus et j'ai dénoncé parce qu'il y a eu beaucoup de détenus qui m'ont parlé surtout de ces 2 aspects, sans parler de la torture exercée à l'intérieur de la prison que j'ai aussi dénoncé après. Donc moi j'ai dénoncé les conditions de détention inhumaines dans 2 prisons, celle de Mnéa et de Gardaïa. Et pour ça je fais objet de poursuites judiciaires. Bien sûr le dossier ne comporte pas seulement ça, il y a d'autres accusations montées de toutes pièces. Et donc, je dois juger, je ne sais pas quand. Je n'ai jusqu'à présent reçu aucune convocation. Je sais, on m'a notifié que, d'une façon non officielle, on a envoyé un fax dans mon bureau pour me dire je suis renvoyé devant le tribunal pénal de Gardaïa. J'attends une convocation, je n'ai pas encore reçu. Ceci dit, Fakhar Kameldine, il va bien, moralement, mentalement. Il s'en est sorti de cette expérience encore beaucoup plus, comme vous avez vu dans sa déclaration d'Al-Watan, beaucoup plus convaincu de ses idées et déterminé à aller jusqu'au bout de son combat. Et je l'ai vu 3 jours avant sa sortie. On s'est entretenu longuement et puis je l'ai accueilli à la sortie de la prison de Mdia et je l'ai accompagné jusqu'à Gardaïa. Physiquement, il y a encore de grandes séquelles qu'on veut mener. 5 grèves de la faim et que la dernière dure 108 jours. Vous ne pouvez pas vous en sortir, vous avez besoin de plusieurs mois pour vous reprendre de vos forces parce qu'il y a des dégâts internes qui ne se voient pas. Vous n'êtes pas, Fakhar ne s'était pas alimenté d'une façon naturelle pendant 108 jours, même le tissu osseux, lui les médecins il le sait, il me l'a dit d'ailleurs, on a pris un coup. Et puis, il faut plusieurs mois pour rétablir ce qu'on appelle le métabolisme de son corps pour qu'il reprenne son fonctionnement normal. Concernant ce qu'il avait déclaré, moi, ce qui m'a choqué, il y a une phrase. Et je le savais parce que j'étais la seule personne avec qui il communiquait pendant presque 1 année. Et donc, il était interdit de communiquer avec quiconque à l'intérieur de la prison. Non, à l'intérieur de la prison, même avec les détenus. Il était en isolation totale, presque 1 année. Les autres étaient aussi interdits de lui adresser la parole. Je le voyais presque 1 fois tous les 15 jours. Et à chaque fois que je le vois, il me disait 2 choses. Il me dit, on me pousse à la folie, ma vie est en danger.
Donc, ce sont deux phrases que je retiens lors de cette isolation qui a duré presque une année. Alors, vous voyez, il y a de la torture physique et de la torture morale. La seule personne qui avait une autorité, c'était le juge d'instruction. C'était à lui de dire au directeur de la prison de mettre un prisonnier en isolation ou pas, ou alors, si la direction de la prison avait pris cette mesure, elle ne pouvait la prendre que par mesure disciplinaire. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté, quelque part, des forces occultes qui agissent en Algérie. Ces forces occultes poussaient certainement Fakhar, pas seulement Fakhar, parce qu'il y avait aussi Souvralim Qasim. Il était soumis au même traitement que Fakhar Kamaldine. Et Souvralim Qasim, quand il a été déplacé à la prison de Mnia, à sa descente du véhicule carcéral qu'il a transféré, à sa descente, il avait déjà été reçu par une gifle d'un gardien qu'il ne connaissait même pas. Il l'avait violemment giflé, il l'avait insulté. Il m'en a parlé, il m'avait dit qu'il avait fait une plainte auprès du directeur de la prison de Mnia, mais aucune suite. Alors donc, vous voyez, des gens qui n'étaient même pas jugés, il y a quelque part des forces occultes qui font beaucoup de mal à titre individuel et on ne comprend pas pourquoi. C'était pas suffisant que ces forces occultes brûlent toute une ville et causent des pertes énormes. Faudrait-il aussi qu'ils passent à torturer les gens, le peu de gens qui avaient dénoncé ces graves dérapages à Ghadaïr. Et si vous en parlez, vous êtes passible de poursuite pénale. J'en paie le prix et je suis fier. J'accepte même d'aller en prison parce que mes déclarations ont quand même servi à changer quelques comportements. On n'est pas satisfait, mais il y a eu quelques changements en faveur des détenus, mais qui ne sont pas suffisants. Lors d'un entretien, Dr Fakhar a lancé un appel à tous les Algériens pour œuvrer ensemble à l'instauration d'un État démocratique d'une façon pacifique, pour le respect des droits de l'homme, mais surtout pour la tolérance. Est-ce possible d'après vous, Maître Debbouze? Mais tout à fait. Si c'était pas possible, on serait pas là pour lutter contre cette situation insoutenable. On vit dans un État dictatorial. Il n'y a pas de respect de droits humains, tout le monde le sait, tout le monde le sent. Alors donc c'est pour ça, si c'était pas possible, on n'aurait jamais milité, j'aurais jamais fait ce que je suis en train de faire. Je me serais contenté de rester chez moi. Frère Kamaldine aussi ne serait jamais allé jusqu'à risquer sa vie pour essayer de changer quelque chose. Et pas frère, pas seulement moi, pas seulement frère, il y a des milliers d'Algériens à travers tout le territoire national qui sont porteurs d'idées d'un État démocratique qui respecte les droits de l'homme. Lors de son appel, Fakhar avait dit que le pays a été libéré politiquement. L'indépendance, c'est un acte politique, pas plus, mais on n'a pas encore accès à la liberté collective et individuelle. La situation des libertés collectives et individuelles en Algérie est la même, sinon pire, que lors de l'époque coloniale. Quelle est la différence? Les mouvements syndicaux étaient interdits pour les Algériens, ils sont toujours interdits, peut-être encore plus. On n'est pas libre de s'exprimer comme on veut, il n'y a pas de liberté d'expression, on ne répond pas aux demandes du peuple. Je suis aujourd'hui chez mes amis de SOS disparus, ça fait plusieurs décennies qu'ils crient très haut et fort. Ils demandent à l'État de leur répondre où sont ces disparus. Le régime en place ne répond pas du tout. Il les ignore magistralement. Donc c'est la même situation que, sinon pire, que l'époque coloniale. Donc la situation des libertés individuelles et collectives n'a pas du tout changé. Ce qui fait que le combat qui a commencé avec le groupe de novembre pour accéder à l'indépendance n'avait pas pour objectif seulement l'indépendance politique. De 54 à 62, on entendait le mot « hurriya ». On n'entendait pas beaucoup le nom « istiqlal ». L'indépendance est venue pour faire croire au peuple qu'on a gagné quelque chose. Or, on a gagné dans la forme, c'est tout, par rapport à l'identité. Nous avons maintenant une diversité culturelle qui devait servir de richesse, qui est manipulée par les gens qui tiennent le pouvoir
pour diviser les Algériens et pour faire des guerres entre les Algériens, au lieu que ça soit un moyen d'enrichissement et de promotion de toute cette diversité culturelle. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont une diversité culturelle comme le nôtre. Mais non, le pouvoir en place a choisi d'imposer aux Algériens une seule identité, une seule religion, même pas encore pire. Même dans le domaine religieux, vous n'avez pas le droit d'être ahmadite en Algérie, par exemple. Sinon, vous êtes passible d'emprisonnement. Aujourd'hui, j'ai encore, malheureusement, entre les mains, un dossier très très lourd, le dossier des ahmadites. Je vous assure que c'est de véritables tribunaux d'inquisition qui sont installés en Algérie. Pas loin que jeudi, le 15 juillet, j'étais au tribunal de Boufarik. L'instruction, c'était une instruction sur la conscience de deux ahmadites. Le juge d'instruction voulait savoir à quoi croient les ahmadites au lieu de faire une instruction sur les faits. Non, il n'y avait même pas de faits. Pour ne pas violer le secret d'instruction, je suis obligé de m'arrêter là. Lors de l'audience, s'ils sont renvoyés devant un tribunal, qu'on va expliquer cela et vous allez voir, tout le monde va voir que les ahmadites aujourd'hui en Algérie, c'est une honte. Je dirais que c'est une honte. D'abord pour le ministre des Affaires religieuses qui se prend pour le ministre du rite malikite en Algérie. Il se comporte en tant que ministre du rite malikite. Ce ministre déclare que les Algériens n'ont pas le droit de penser autrement que le rite malikite. Il dit que la seule référence religieuse en Algérie, c'est le rite malikite. C'est une honte à un ministre de la République dont la Constitution prend la liberté de conscience. Et c'est une honte au système judiciaire et de sécurité qui accepte de se faire instrumentaliser pour nuire à des citoyens qui n'ont comme tort seulement de penser autrement que la majorité, je dirais, des citoyens algériens. Et vous avez le mouvement syndical. Ce sont les tribunaux administratifs en violation de la loi, je le dis, je le redis, je le crie très fort, l'article 500 du Code de procédure civile et administrative stipule que toutes les questions en relation avec les grèves sont traitées exclusivement par les sections sociales en Algérie en violation de ce code. Ce sont les tribunaux administratifs qui interdisent tout mouvement de grève et systématiquement. Je ne connais pas une seule requête déposée devant un tribunal administratif qui a été rejetée ni dans la forme ni dans le fond concernant l'interdiction des mouvements syndicaux. Alors, vous voyez très bien que sur le plan des libertés individuelles et collectives, on n'a pas avancé. Pire encore, je pense qu'on a même reculé. Les exemples ne manquent pas. Maintenant, si vous écrivez quelque chose sur une page Facebook, vous êtes tout de suite arrêté. Vous avez Slimane Bouhafs, vous avez Merzouk, vous avez plein de blogueurs qui sont en prison. Belarbi Zohra, elle était condamnée à payer 100 000 dinars pour avoir partagé une photo. Et vous avez Tidjani qui est en prison. Justement, Maître Dabbouz, ces dernières années, les blogueurs sont devenus l'une des principales cibles des autorités algériennes. Si vous le permettez, Maître Dabbouz, je vous invite maintenant à aborder le cas Merzouk Touati. Ce jeune diplômé de l'université de Béjaïa, accusé entre autres de travailler avec l'intelligence étrangère. Un chef d'inculpation qui peut lui valoir, selon l'article 71 du Code pénal algérien, entre 10 à 20 ans de réclusion. Il a été arrêté par la police en janvier dernier après avoir diffusé en ligne son entretien avec un prétendu diplomate israélien. Merzouk Touati est toujours en détention préventive à Béjaïa. Sa famille vous a contacté pour assurer sa défense. Après son audition par le juge d'instruction le 9 juillet dernier, quelles seraient donc les dernières nouvelles, Maître Dabbouz? Merzouk Touati était en grève de la faim pendant quelques jours. C'est ses parents, son père qui vit en France, qui a fait le déplacement pour lui demander d'arrêter cette grève de la faim, et sa mère qui se sont déplacés en prison, qui l'ont supplié, et il a arrêté sa grève de la faim. D'abord, Merzouk Touati, c'est un blogueur que je connais. Je connaissais avant qu'il soit arrêté. Pour accuser quelqu'un d'intelligence avec une force étrangère, un ennemi ou n'importe quel pays étranger, c'est très simple. Il faut communiquer des informations confidentielles, algériennes, à la partie étrangère, soit avec une rémunération, soit le faire comme ça. C'est pas le cas pour Touati Merzouk. Touati Merzouk posait des questions
à un responsable israélien et le responsable israélien répondait. Donc peut-être dans ce cas-là, c'est le responsable qui pouvait être poursuivi par son pays, pas Touati Merzouk qui ne faisait que son travailleur de journaliste. D'abord, il faut souligner que Touati Merzouk, c'était un journaliste. Il risque pas seulement 10 à 15 ans, il risque même la peine de mort, selon les accusations qui lui sont signifiées. Je dirais sur le plan psychologique, je l'ai vu 3 ou 4 fois en prison, il me dit qu'il y a un conditionnement de certains détenus qui lui font peur, c'est-à-dire que la direction de la prison s'amuse à faire passer des documentaires sans cesse sur des questions d'espionnage, selon ce que m'a dit Touati Merzouk, pour conditionner les détenus qui sont avec lui, sachant que lui est accusé dans le même créneau. Bizarrement, la même remarque qui m'a été faite par Slimane Bouhafs. Slimane Bouhafs, il m'a dit ça parce que maintenant je n'ai plus le droit de le voir, il purge une peine définitive. Quand je l'ai vu, il m'a dit que la direction de Sétif, de la prison de Sétif, s'amusait à passer des documentaires sur les gens qui ont changé de religion, qui sont passés de l'islam à une autre religion. Tout le monde le regardait d'un air un peu bizarre. Il avait peur d'être agressé pour ça. Donc moi, je me demande pourquoi certaines directions de prison s'amusent à passer certains programmes en relation avec certaines accusations, certains détenus, et est-ce que cela n'est pas une façon de stigmatiser contre ces détenus? Et ça fait aussi partie des conditions de détention que nous dénonçons. Et aujourd'hui, les prisons algériennes, il faudrait que ce soit des prisons ouvertes aux associations humanitaires et les pouvoirs publics, quand ils entendent la moindre dénonciation, il faudrait qu'ils commencent d'abord par faire une enquête. Dans mon dossier, c'est le directeur de la prison de Gherdaya qui a lui-même, soi-disant, enquêté sur les déclarations. Et j'imagine que si un détenu lui répondait qu'il y a des agressions sexuelles, il écarte cette déclaration, mais il ne garde que les déclarations des détenus qui disent qu'on ne sait pas ou qu'il n'y a pas d'agression sexuelle. Sachant que parmi les gens qui ont été questionnés, il y a des repris de justice ou de gens qui purgent une peine justement pour pédophilie. Alors donc c'est vraiment une situation de cafouillage total qui a comme objectif de cacher une réalité. Je reviens à Touati Merzouk. Touati Merzouk, je pense qu'il subit une injustice. Personnellement, je suis son avocat. Je compte déjà ne pas m'arrêter au stade de l'instruction, mais demander à ce que certaines choses soient tirées au clair, notamment, par exemple, son dossier, à la phase d'instruction, a été communiqué à un journal connu pour sa propagande, qui a publié l'intégralité, je dis bien l'intégralité, du procès-verbal d'audition de Touati Merzouk. Qui a donné à ce journal ce dossier ? Et donc, je l'ai informé, il m'a demandé de déposer plainte pour violation de secret d'instruction contre X. Et c'est ce que nous comptons faire dans quelques jours. Diplômé en économie internationale, Merzouk Touati est au chômage depuis la fin de ses études universitaires. Pour subsister, il enchaîne les petits boulots sur les chantiers. Le reste du temps, le jeune homme anime son blog alhogra.com où il égrène les accusations contre la corruption et la mauvaise gestion des autorités locales. Le blogueur, qui était dans son droit absolu de s'exprimer sur Internet, est-il victime d'une détention arbitraire? Tout à fait. Il faut savoir que dans le Code de procédure pénale, l'article 23, il est clair, il dit que un prévenu doit rester libre pendant l'instruction, sauf certains cas très très précis. Dans le cas de Touati Merzouk, la seule chose qui peut justifier la détention de Touati Merzouk, c'est une détention provisoire qui ne doit pas dépasser quelques jours, histoire de prendre les documents ou les moyens de communication qui étaient chez Touati Merzouk pour ne pas peut-être qu'il efface, par exemple, les traces de ce qu'on lui reproche. Après, il devait être relâché parce qu'il présente toutes les garanties qu'il comparait. Il pouvait à la limite le mettre sous contrôle judiciaire. Pourquoi le mettre en prison?
Il n'y a aucune exception prévue par le code de procédure pénale qui justifie la détention de Touati Merzouk, ni celle de Fakhar, ni la plupart des gens qui sont en détention provisoire, ils le sont d'une façon abusive. Parce que dans l'article 123 bis, les bis qui viennent après 123, il est stipulé que on ne doit mettre une personne en détention provisoire que s'il y a des faits graves, pas des accusations graves. Dans le cas de Touati Merzouk, quels sont les faits graves? Rien. Maintenant, il était question de mettre la main sur son ordinateur, de prendre le mot de passe, d'avoir accès aux fichiers, tout ça est déjà fait. Pourquoi on le garde en prison? Toute la phase d'analyse de données et de recherche de preuves étant bouclée, pourquoi le garder en prison? Il n'y a rien qui justifie qu'il soit en détention. J'ajouterai la chose suivante. On a essayé d'alerter le groupe international pour les détentions arbitraires sur le cas Fakhar. Le groupe a fait des démarches auprès du gouvernement algérien. Le groupe a été convaincu qu'il y a risque de détention arbitraire. Il a accepté de poser la question au gouvernement algérien. Donc, si Fakhar était peut-être détenu arbitrairement, on attend les conclusions du groupe qui vont être publiées dans quelques semaines. À Touati Merzouk, son cas est moins dangereux, enfin moins spectaculaire que celui de Fakhar, parce qu'il s'agit de ça maintenant en fait. Maintenant la justice, nous avons l'impression que la justice agit selon le tapage médiatique qui accompagne une affaire. C'est un journal de propagande qui fait l'annonce d'arrestation de ces gens-là avant qu'ils soient arrêtés et la justice suit. Touati Merzouk est en détention arbitraire et on va tout faire pour d'abord dénoncer, ensuite pour qu'il soit libéré. Reporters sans frontières dénonce la disproportion des charges et de la peine encourue par le blogueur. Dans son rapport sorti en décembre 2016, Reporters sans frontières recommandait déjà aux autorités algériennes, conformément à la constitution adoptée le 7 février 2016 et aux obligations internationales de l'Algérie sur les droits humains, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques, de réviser le code pénal en supprimant la peine pour les délits de presse, notamment ceux concernant l'injure, l'outrage ou la diffamation. Des dizaines de militants et de citoyens sont aujourd'hui poursuivis pour des propos tenus sur Facebook. Les nouveaux espaces d'expression dérangent réellement l'État algérien? Tout à fait, c'est clair que la liberté d'expression en Algérie dérange énormément pour la simple raison que cette liberté d'expression soulève les vrais problèmes et que les pouvoirs publics ne sont pas en mesure, parce qu'ils ne savent pas le faire, de régler ces problèmes. Donc, sachant qu'ils ne peuvent pas régler certains problèmes qui sont soulevés par la base, ils agissent dans le sens d'empêcher les gens de soulever ces problèmes. Donc maintenant, concernant le délit de presse et ce qui se passe sur Facebook, etc., il n'y a pas de loi spécifique. Normalement, il ne devrait pas y avoir de loi spécifique pour un espace d'expression ou pour une profession donnée ou n'importe quoi. Il y a un code pénal qui prévoit qu'en cas de mensonge et de diffamation, la victime, je dis bien la victime, il faut qu'il y ait une victime, porte plainte. Si on diffame une personne ou si on produit un mensonge, on doit répondre de ça si ce mensonge ou cette diffamation porte préjudice à la victime. Ce texte-là doit être suffisant. Pourquoi faire des textes spécifiques si ce n'est pour empêcher la liberté d'expression là où elle est? Maintenant, nous avons des avocats qui sont poursuivis. Moi-même, je donne l'exemple, mais pas seulement moi. Je suis poursuivi pour avoir dénoncé l'abus sexuel et le manque de couverture médicale. Fakhar Kameldine, quand il a entamé sa grève de la faim, 3 janvier 2017, 3 semaines après, il était presque arrivé au coma. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune couverture médicale à la prison de Mnia. L'infirmerie de la prison de Mnia ne fonctionne pas du tout. Ils étaient obligés de le transférer à l'hôpital de Mnia. Là encore, l'hôpital de Mnia, tout hôpital qu'il est, ce n'est qu'une structure vide. Il n'y a ni équipement, ni personnel médical. Je ne parle pas seulement des détenus, là c'est encore grave, c'est toute une population qui est livrée à elle-même. Pourquoi ce pouvoir construit des structures? Il nous fait croire que c'est des hôpitaux alors qu'il n'y a rien, ni moyens humains, ni moyens matériels. Il avait été obligé d'être transféré à la droite pour une prise en charge correcte. Pourquoi
Ce pouvoir agit comme ça. Et quand on dénonce ça, on est passible d'être puni par la loi. J'en paye le prix. J'ai fait 8 mois de navette aller-retour entre Alger et Gherdaya pour signer un contrôle judiciaire, sachant que j'habite et je travaille à Alger. Je devais faire ça toutes les semaines. Donc ça fait un total de plus de 40 000 kilomètres circonférence du globe. J'ai fait le tour du monde en aller-retour à Gherdaya, rien que pour signer le contrôle judiciaire. Je ne parle pas des déplacements pour voir les détenus, etc. Pour avoir dit une vérité. Même si on m'a trompé, moi, les pouvoirs publics ne devaient pas me sanctionner avant d'avoir enquêté sérieusement par une commission crédible, pas par les coupables. Je vous balance des trucs comme ça pour savoir à quel point notre système ne fonctionne pas du tout. J'ai déposé une plainte contre le procureur général de Gherdaya pour abus d'autorité, pour le compte de Frère Kameldine. Eh ben, c'est le procureur général qui a dit que cette plainte n'était pas recevable. Il avait instruit le procureur de la République de Gherdaya de me dire que cette plainte n'était pas recevable au lieu de la transmettre à la Cour suprême. Dans des situations comme ça, le code de procédure pénale est clair. Si un citoyen dépose une plainte chez le procureur de la République d'un tribunal donné contre un wali ou un procureur général ou un ministre, le procureur de la République qui reçoit la plainte ne doit même pas agir. Il doit la transmettre directement au parquet de la Cour suprême, seul habilité à étudier cette question. À Gherdaya, non. L'avocat de Frère, il m'a reçu, il m'a dit, la plainte que vous avez déposée, elle n'est pas recevable, c'est mes prérogatives de faire ce que vous contestez. Donc vous voyez, nous avons un système de justice qui ne fonctionne pas si c'est un citoyen qui veut se plaindre. Il ne peut pas se plaindre actuellement, le citoyen, contre un responsable local ni national. S'il le fait, il craint pour lui, il craint des représailles. C'est une justice qui n'est pas indépendante et c'est une indépendance politique qui ne symbolise rien du tout parce que nous reconduisons les mêmes pratiques du système colonial. L'opinion publique nationale a été marquée par la mort en détention du journaliste Mohamed Tamalt, survenu en décembre 2016. Le nouveau gouvernement promet dans son plan d'action de respecter la liberté d'expression et de promouvoir la démocratie. Vous y croyez-vous, Maître Dabbouz? Ah non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout parce qu'on a l'habitude que les responsables politiques produisent des mensonges. Si ce gouvernement était venu suite à un changement à la tête de l'État. Si nous avions eu, par exemple, un nouveau président élu et un parlement d'une nouvelle majorité, de nouvelles têtes, ils nous font des promesses comme ça. On peut dire que bon, c'est une nouvelle équipe qui vient, elle va peut-être réparer ce que l'ancienne équipe a fait. On peut leur donner un sursis. Wait and see, on attend pour voir. 2 ans, 3 ans, peut-être que des changements peuvent arriver. Mais les mêmes gens qui sont à l'origine des catastrophes que nous vivons, ils viennent nous dire on va changer, mais vous allez changer quoi? Einstein disait que ceux qui produisent un problème ne peuvent jamais apporter la solution à ce problème. Au moins qu'ils nous montrent des indices de volonté de changement. C'est quoi les indices de volonté de changement? Vous avez des demandes d'agrément d'associations, de syndicats, de partis politiques qui remplissent les conditions d'une loi très très sévère pourtant, qui ont fait beaucoup d'efforts pour remplir ces conditions-là, qui sont déposées au niveau du ministère du Travail ou du ministère de l'Intérieur ou des différentes wilayas pour les associations locales, que ces autorités refusent d'abord en violation de la loi de leur accuser réception, et ça continue jusqu'aujourd'hui. Et pour ceux qui ont malgré tout déposé le dossier, ne voient aucune réponse. Le gouvernement actuel, s'il voulait donner un bon indice, il aurait libéré ces organisations. Il aurait signifié que dorénavant, ce gouvernement qui va dans le sens d'une ouverture pour les libertés, pour respecter la loi, comme a dit le Premier ministre, pour renforcer, je n'ai jamais compris le sens de ce mot, renforcer l'indépendance de la justice. Une justice, soit elle est indépendante, soit elle l'est pas. On ne peut pas être indépendant puis venir renforcer l'indépendance. Soit il reconnaît
qu'on n'est pas indépendant, donc on va œuvrer à ce que la justice devienne indépendante, soit il dit que ce que vous voyez, vous considérez que c'est pas une justice indépendante, moi, je considère que c'est une justice indépendante, en ce moment-là, on agira en fonction. Donc, si ce gouvernement voulait améliorer les conditions, telles qu'annoncées dans son plan d'action, et là, je souligne que maintenant, les gouvernements n'ont pas le droit de dire programme, parce que le programme, c'est devenu une propriété du président de la République. C'est le seul qui a le droit de faire un programme. Les autres, ils développent des plans d'action du programme du président. Allez-y comprendre ce que veut dire un plan d'action du programme d'un président qui est différent d'un autre plan d'action du même programme du même président. C'est vraiment un peu difficile pour moi de comprendre ça. Mais bon, si M. Tebboune, le Premier ministre, voulait montrer une disposition à aller dans ce sens, il n'avait d'abord qu'à commencer à normaliser une situation qui n'est pas normale. D'abord, il commence par ça, puis il engage un dialogue social avec tous les gens pour écouter ce que veut la société civile et essayer d'arriver à cet idéal que tout le monde cherche. Cela n'étant pas le cas, je n'ai aucune confiance dans ce plan d'action et je ne pense pas que ce gouvernement puisse changer quoi que ce soit, si ce n'est changer quelques têtes peut-être, par d'autres têtes. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre émission, Maître Debbouze. D'abord, je remercie la radio des Sans-Voix, SOS Disparus, qui sont des cousins militants, si je peux appeler ça, ou des confrères, des amis, comme vous voulez. On se sent très très solidaire avec tous les militants qui œuvrent pour un idéal qui est, comme a dit Dr Frare, pour une société, pas seulement un État, toute une société qui prône les vraies valeurs universelles qui sont la démocratie, la tolérance, la liberté d'expression, la liberté de conscience, enfin toutes les valeurs universelles des droits humains. On œuvre pour ça, on continue le combat. On s'arrêtera jamais. On peut être fatigué, mais il y aura toujours quelqu'un qui revendique quelque chose parce que c'est dans le sang des Algériens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Debbouze. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission avec une nouvelle personnalité. Au revoir. Au revoir.